quelques consignes. Donc, n'hésitez pas tout au long du webinaire à poser vos questions via la fonction Q&R, puisqu'on aura ensuite un temps pour échanger et répondre à vos questions. Et n'hésitez pas non plus à réagir via le chat et faire part de vos commentaires. Eh bien, c'est parti. Alors, ce webinaire en 3 temps ce matin. Nous allons d'abord vous présenter très rapidement qui sommes-nous pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Ensuite, surtout, la principale partie de ce webinaire sera consacrée à la présentation des complémentarités entre les deux labels Lucie 26000 et RFAR. Et ensuite, un temps dédié à vos questions pour y répondre. Eh bien, François, je te laisse la parole pour te présenter ER+. Oui, merci Saïla. Oui, ER+, est une association professionnelle qui est fort jeune, mais qui s'est bien impliquée tout de suite dans les achats responsables et dans les RSE, plutôt orientée vers les petites structures. Hein. Elle a été créée par une demi-douzaine de syndicats d'organisations professionnelles là, que vous voyez à l'écran. Et l'objectif, c'était vraiment de faciliter les choses pour une petite structure, parce que bon, la RSE, c'est bien dans les principes, mais après, dans la mise en place au quotidien, avec les moyens dont on dispose, le temps qu'on a y consacré, est un véritable obstacle pour les petites structures. Et du coup, ça en a fait finalement notre mission. Notre rôle, c'est de faciliter les choses dans une logique associative pour toutes ces petites structures qui voudraient mettre en place de la RSE, mais qui ne voient pas trop forcément comment le faire. Merci François. Donc, l'agence Lucie, donc on est partenaire avec ER+, justement pour promouvoir les achats responsables à travers la labellisation RFAR. Et donc, nous, chez Lucie, notre mission, c'est de proposer, de permettre à toutes les organisations de s'engager dans la RSE. Et donc, nous proposons des solutions qui permettent de s'engager progressivement et selon ses motivations et ses moyens pour aller vers la RSE. Donc, l'agence Lucie, nous, on existe depuis 2007. Nous avons créé le premier label en France qui permet de valoriser les organisations. Et comme vous pouvez le voir, on propose donc un parcours qui permet tout un chacun de trouver à son rythme son engagement dans la RSE. Donc, le premier niveau, découvrir la RSE, donc on a notamment un outil en ligne gratuit pour vous tester et voir où est-ce que vous en êtes aujourd'hui sur la RSE, ou encore une plateforme de bonnes pratiques RSE qui permet de découvrir et de s'inspirer des meilleures pratiques en matière de RSE et de construire son plan d'action. Se former à travers notre centre de formation Lucie, où on propose des formations 100% dédiées à la RSE, et notamment avec François, nous proposons une formation sur comment se préparer à la labellisation RFAR sur les achats responsables. Le troisième niveau, progresser avec un expert. Donc là, nous avons plus de 100 consultants partenaires à travers la France pour accompagner les organisations dans leur démarche. Et enfin, se labelliser. Et donc là, on propose des labels pour s'engager sur la RSE dans l'ensemble de son périmètre à 360 degrés, ou bien des labels thématiques. Et aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur le label Lucie 26000. Donc aujourd'hui, l'agence Lucie, c'est plus de 800 organisations qui sont engagées, et donc ça en fait la première communauté d'organisations engagées en France et en Europe. Alors, première question, pourquoi 2 labels différents et pourquoi 2 normes? Alors, côté Lucie 26000, donc ce label, c'est un label générique. Donc, il couvre à 360 degrés tout le périmètre de la RSE, et donc il est aligné sur l'ISO 26000. L'ISO 26000, c'est une norme, une référence internationale qui définit ce que c'est que la RSE, la responsabilité sociétale des organisations, des entreprises. Donc, elle a été publiée en 2010. Et son élaboration a été le fruit d'un long travail de concertation et de réflexion avec plus de 190 pays. Et donc, tous ces pays ont abouti à une définition commune de ce que c'est que la responsabilité sociétale à travers l'ISO 26000, qui
donc pose une définition standard pour l'ensemble des organisations. Donc, ce sont donc les lignes directrices qui définissent la RSE. Et le label Lucie, lui, a été créé en 2007, avant même la publication de l'ISO 26000. Et donc, on a été les premiers à proposer une définition de ce qu'était la responsabilité sociétale. Et puis, par la suite, avec en 2010 la publication de l'ISO 26000, nous l'avons bien sûr aligné sur cette norme de référence internationale. Donc, le label Lucie 26000 permet donc de valoriser la démarche globale des entreprises, des organisations. Alors maintenant, côté label RFAR, Relations fournisseurs, achats responsables, il est appuyé, en fait, il s'appuie aujourd'hui dans sa version actuelle sur l'ISO 20400 qui est sorti en 2017. Mais il existait déjà avant la norme, mais il a intégré la norme pour que, enfin, il y a une histoire, il a pu inspirer la norme un peu à un moment donné, et puis après, du coup, la norme sortant, il a changé de version pour s'appuyer et l'intégrer dans son référentiel, mais pas que. Le référentiel du label RFR est un peu plus large que la norme, en fait. Et donc, ça va donner tout ce référentiel des lignes directrices pour intégrer les achats responsables, la RSE dans le processus achat. Et c'est une bonne chose. Donc, c'est comme le label, comme l'ISO 26000, une norme de recommandation. Donc, c'est des bonnes pratiques à mettre en place, c'est une maturité RSE à développer. Alors, il se trouve qu'en matière d'achat responsable, c'est le premier label là, qui a été créé en France et qui est porté par l'État. Il est remis par les pouvoirs publics. Hein, et toute l'animation est faite par le médiateur des entreprises. Il a été créé par deux entités, on va dire. C'est donc la médiation des entreprises d'un côté, mais aussi le Conseil national des achats, pour le rappeler. Hein. Alors, du coup, le label RFR, lui, il est très pointu. Il va aller en profondeur sur cette thématique des achats responsables, sur la thématique des éthiques des affaires, de l'ISO 26000. Et du coup, il est très impliqué dans les relations d'affaires, finalement, quelque part. Et même quand vous allez vendre, le fait que vous ayez le label RFR, ça va être regardé par votre acheteur, l'acheteur du client, quelque part. Donc, oui, c'est vraiment sur l'axe des relations d'affaires, finalement, ce label. Voilà. Tout à fait. Donc, vous voyez bien le lien entre les deux. Donc, le label Lucie couvre tout l'ISO 26000, donc toutes les thématiques de la RSE. Donc, c'est un label générique, alors que le label RFR, c'est un label thématique qui va pouvoir vous permettre d'aller plus loin sur l'une des thématiques de la RSE, à savoir l'éthique des affaires, les achats, comment mettre en place une démarche achat responsable poussée et aller plus loin et être exemplaire dans ce domaine-là. Alors, pour vous montrer concrètement donc, le périmètre des deux labels, donc vous voyez que en fait, vous voyez ici les 7 thématiques de l'ISO 26000. Donc, nous avons le respect des individus, les droits des personnes, les relations et conditions de travail, la qualité de vie au travail, la protection de la nature, la préservation de l'environnement, l'éthique des pratiques des affaires, les produits et services de qualité, donc l'intérêt des consommateurs et l'intérêt général. Donc là, vous voyez que Lucie couvre l'ensemble de ces 7 thématiques. Donc nos 2 référentiels sont totalement transposables et nous avons fait ce travail-là justement de transposition. Et donc, côté Lucie, nous avons donc les 7 thématiques de l'ISO 26000 qui se déclinent en 25 principes d'action, 25 enjeux. Ensuite, il y a des sous-thématiques qu'on appelle des types d'investissement responsables. Et côté RFR, on a 5 engagements avec des 15 critères et 62 principes d'action. Donc, vous voyez que le label RFR, eh bien, il va couvrir essentiellement la thématique éthique des affaires, éthique et des pratiques des affaires.
Alors là, on a des petits écarts malgré tout de terminologie. Comme vous pouvez voir, on va dans les deux cartouches en bas. C'est que côté RFR, on a 15 critères. De l'autre côté, on a 25 principes d'action. Et bizarrement, il y a 62 principes d'action en dessous pour RFR qui vont correspondre au tir, au type C'est ça. d'investissement responsable de l'autre côté. Bon, ça s'est trouvé comme ça, mais finalement, les choses fonctionnent relativement de la même manière d'un label à l'autre et la logique des mises en œuvre est très proche. Et ne vous inquiétez pas pour ces petits décalages des terminologiques qui sont finalement très, très superficiels par rapport à la logique elle-même. Hein. Voilà, bah justement, la slide suivante vous présente le rapprochement entre les deux référentiels et les correspondances entre les deux référentiels. Donc là, vous voyez côté Lucie, donc nous avons mis uniquement les trois thématiques qui sont en commun, on va dire, avec le périmètre du label RFAR. Donc nous retrouvons la gouvernance, bien sûr la thématique développer l'éthique dans les relations d'affaires et la thématique viser le développement local et l'intérêt général. Donc, vous voyez que la plupart des critères du label RFR portent évidemment sur l'engagement 5, développer l'éthique et les relations d'affaires. C'est le cœur du label, c'est les achats responsables. Et ensuite, il y a des critères qui vont aller se connecter à la gouvernance, comme vous le voyez ici, et au développement local et l'intérêt général. Donc, par exemple, sur le développement de l'éthique et des relations d'affaires, vous voyez que côté Lucie, on a 4 principes d'action, alors que côté RFAR, on a beaucoup plus de critères. Et donc, ça montre que RFAR, le référentiel RFAR, va beaucoup plus en profondeur sur cette thématique des achats. Donc, par exemple, sur le PA18, agir en faveur de la responsabilité sociétale avec les fournisseurs, on a bien, ici 4 critères qui vont définir ce qu'on entend par cet enjeu-là. La préparation d'une stratégie de sourcing, l'intégration des spécifications RSE dans les cahiers des charges, l'intégration des performances RSE des fournisseurs et sous-traitants, appréciation de l'ensemble des coûts du cycle de vie. Donc, vous voyez, ça permet en fait de décliner beaucoup plus en profondeur les enjeux qui restent globaux côté référentiel Lucie 26000. Et puis, on voit donc qu'il y a des connexions effectivement avec la gouvernance et notamment à travers l'alignement de la politique de sourcing de l'organisation avec les objectifs RSE globaux. Donc, pour rattacher la stratégie achat, on va dire, à la stratégie globale de l'organisation et aussi les retours d'expérience, l'écoute des fournisseurs comme partie prenante et donc ce qui contribue à alimenter la stratégie globale de l'entreprise ou encore à travers le développement et développement local et l'intérêt général, eh bien, le référentiel RFR va connecter le fait de contribuer au développement du territoire, donc en lien avec le côté Lucie, le principe d'action de contribuer au développement socio-économique des territoires, ou bien l'aide ou la consolidation des filières au déploiement international avec le principe d'action 25, participer à des initiatives d'intérêt général. Donc, vous voyez ce travail de rapprochement, de transposition des référentiels, nous l'avons fait et on peut facilement interconnecter les deux. Oui, ce qu'on peut observer dans le comité d'attribution des différents labels, c'est qu'il y a une similitude sur les sujets qui est assez proche, hein, qui reflète vraiment ce tableau. Hein. Donc, on le voit sur le terrain aussi, cette similitude, c'est important de le dire. Hein. C'est pas juste de le dire comme ça dans le principe, mais dans les dossiers après, ça se révèle. Et ça, c'est intéressant de le vérifier sur les dossiers. Alors en fait, pourquoi aller vers deux labellisations? Du coup, il y a deux labels. Alors, on peut vraiment se poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin des deux? Eh ben, en fait, quelque part, il y a une dépendance un petit peu entre les deux finalement, parce que sinon, pourquoi au niveau international aussi, on aurait créé une norme ISO 20400 alors qu'il y a la 26000 qui était très bien, qui était là. Et la 20400 d'ailleurs dépend structurellement quand même de la 26000. Alors,
Nous, déjà, il y a des choses qui sont déjà claires, c'est dans la démarche. Hein. Donc, tout est aligné dans les deux labels. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont alignés sur les mêmes durées, donc une durée de 3 ans avec un cycle de labellisation similaire, des méthodes d'évaluation des niveaux de maturité qui sont très proches, hein, donc ce qui permet une synergie entre les deux labels. Parce que si les choses sont observées avec la même méthode, c'est déjà agréable, c'est confortable, on n'est pas à réexpliquer. Les choses sont vite, sont plus fluides. Et ça, c'est important. Quand on est une entreprise qui est candidate, c'est des petits détails qui ont quand même leur importance après pour la commodité de la mise en œuvre. Sinon, ça peut faire douter sur le projet. Alors ensuite, ce sont des labels qui sont sur des démarches de progrès, hein, d'amélioration continue. Donc en fait, ce qui est important, c'est il y a le bilan, la photo évidemment. Bon, il y a certaines questions qui ne peuvent pas être éludées, qui doivent être traitées avec un certain niveau de maturité. Mais sinon, ce qui est important, c'est le plan de progrès. Ce sont les engagements qu'on va prendre. Et c'est ça qui est regardé de chaque côté. Donc là-dessus, on est dans le même état d'esprit. Ce qui compte, c'est pas où on en est là aujourd'hui de faire une belle photo et remettre des diplômes. C'est de constater des améliorations d'une année ou d'une période sur l'autre, quelque part. Hein. Et ce sont des labels qui sont exigeants. Alors, c'est pas très commode parce qu'un label exigeant, ça va peut-être donner du travail, mais ça vous rapporte de la crédibilité dans votre démarche RSE. Ça veut dire que votre démarche RSE, globalement, elle est sérieuse, elle s'appuie sur des choses qui sont solides, un référentiel ISO, un comité de labellisation indépendant, composé d'experts, des évaluations régulières, donc des tiers indépendants qui font l'évaluation, c'est aussi important, ce sont des éléments clés, tout ça. La mobilisation des parties prenantes. Et du coup, en fait, ces deux labels, par rapport si vous suivez les informations de la plateforme RSE, la plateforme RSE a communiqué des recommandations récemment là, sur les labels RSE. Et en fait, ce qui est bien, c'est que là, on coche les cases. Donc ça, c'est appréciable de part et d'autre. On coche les cases, c'est rassurant. Et on était, bon, moi je préfère, oui, au moment où le rapport n'était pas encore sorti, on peut se dire, qu'est-ce qui va arriver? Il y a peut-être un truc qu'on a raté. Non, tout est bien. Ça, c'est une bonne chose. Ce sont deux bons labels bien solides qui cochent bien les cases. Et en plus, il se trouve qu'il y a même un évaluateur qui est commun aux deux, qui est le Bureau Veritas. Donc, ça peut aussi permettre plus facilement du 2 en 1 dans les évaluations, puisqu'on va retomber sur les mêmes thématiques. Et du coup, en plus, le bénéfice, c'est que en termes de recommandations de plateforme RSE, il y avait la question de l'interopérabilité entre les labels. Là, on est en plein dedans, c'est le sujet d'aujourd'hui. Et on est peut-être, c'est l'occasion d'ouvrir le sujet, et même on va peut-être être un peu en avant-première là-dessus. Il faut que les labels RSE s'interconnectent, et nous, c'est notre volonté. Tout à fait. Et justement, pour vous rendre ça un peu plus concret, des cas de figure pour vous dire dans quel cas vous pouvez envisager l'un ou l'autre label ou les deux en même temps. Donc, le premier cas de figure, vous débutez en RSE, donc vous êtes vraiment en démarrage de votre démarche RSE. Les achats, pour vous, sont un enjeu très important par rapport à votre domaine d'activité, votre cœur de métier, parce que vous avez des volumes importants ou vous avez des achats à l'international, donc dans des pays qui peuvent être où il peut y avoir des risques pour votre organisation à travailler avec certains fournisseurs, notamment en lien avec le devoir de vigilance qui s'impose notamment aux grandes entreprises qui doivent veiller à ce que leurs fournisseurs, leur chaîne de fournisseurs respectent les enjeux sociaux et environnementaux. Si vous avez des demandes surtout de la part de vos parties prenantes et notamment vos clients qui peuvent vous demander est-ce que vous avez un label dans ce domaine des achats, ou bien vos investisseurs ou même vos banquiers ou dans certains appels d'offres, notamment des grands donneurs d'ordre, de plus en plus utilisent en fait le label notamment RFAR ou bien Lucie comme critère de sélection des organisations pour répondre à leurs appels d'offres. Et donc, dans ce cas-là, vous pouvez envisager de vous labelliser d'abord sur RFAR parce que ça va vous permettre justement de vous ouvrir plus facilement les portes et de répondre aux attentes de vos parties prenantes comme vos clients. Et puis ensuite, une fois que vous serez bien mature sur les achats responsables, vous pourrez du coup envisager de mettre en place une démarche globale RSE et dans ce cas-là, elle est
vers la labellisation Lucie 26000 dans un deuxième temps. Deuxième cas de figure, vous débutez en RSE, mais vous avez plusieurs enjeux RSE importants, dont les achats. Donc, vous avez à répondre sur d'autres enjeux sur le plan environnemental, sur le plan social, par exemple, les relations et conditions de travail. Dans ce cas-là, vous pouvez envisager d'aller vers plutôt la labellisation Lucie 26000 parce que du coup, ça va vous permettre de couvrir tous vos enjeux sociaux et environnementaux et donc d'avoir une démarche qui couvre tout. Et ensuite, pour progresser et aller encore plus loin sur les achats responsables, envisager ensuite la labellisation RFR. Et enfin, troisième cas de figure, vous êtes mature en RSE, vous avez déjà une démarche qui est établie, déployée, etc. Et les achats sont un enjeu très important dans votre domaine d'activité. Et bien dans ce cas-là, il serait intéressant pour vous de vous engager dans la double labellisation, puisque ça va vous permettre à la fois de valoriser votre démarche globale et puis de montrer que vous êtes exemplaire sur la partie achat responsable. Alors maintenant, la question peut se poser des synergies. Si on dit, on va prendre les deux après tout. Je veux tout, je fais tout, je prends les deux. Et après, du coup, comment est-ce quel est le bénéfice, hein? D'abord, on peut réutiliser ce qui est fait pour l'un pour l'autre. Dans la mesure, dans le périmètre qui a été indiqué par Ciel-là, du tableau de rapprochement, vous voyez les correspondances. Donc, il y a une très bonne compatibilité, hein, entre les sujets, et ça facilite les choses, ça quand même ça allège le travail pour le label suivant de manière sensible. Et puis il y a la manière de développer de mettre en place et on travaille en fait pour que à chaque fois, dans l'accompagnement, on soit compatible toujours le plus possible, à l'exclusion peut-être de notre terminologie originelle dont je parlais tout à l'heure, mais sinon, c'est qu'on ait une démarche qui soit la plus symétrique possible entre les deux labels, les deux processus de labellisation pour que ce soit plus facile. Alors, on l'améliore au fur et à mesure, c'est un processus continu, mais déjà, l'expérience, moi, à titre personnel, que j'ai pu engager avec des entreprises qui sont sur les deux, justement, eh bien, on parle indifféremment maintenant de l'un ou de l'autre. Le bénéfice de l'action, il va pointer sur tel ou tel, mais la question ne se pose pas qu'on fasse cette action pour tel ou tel label au départ, finalement. C'est une démarche RSE globale, et finalement, après, elle va pointer sur tel ou tel le processus de labellisation quelque part. Donc vous voyez, le fait de prendre du recul là-dessus et de mettre tout ça en place, ça se fait donc progressivement aussi, mais on a déjà des premières pistes. Ensuite, l'écosystème, hein, donc on pense, nous, qu'il faut travailler collectivement pour faire avancer les choses, hein. Donc travailler en phase avec d'autres acteurs de l'écosystème pour que, quelque part, vous vous étonniez pas que les choses soient différentes d'un endroit à l'autre, qu'on parle un langage différent, après on s'y perd, on s'y retrouve pas. Et ça, c'est peut-être pas très très bon pour les RS en elles-mêmes, parce que ça génère de la complication qui n'existe peut-être pas. Et alors que les choses peuvent peut-être être faites plus naturellement, et nous, on est là pour que les choses se développent et qu'elles se mettent en place auprès du plus grand nombre. Donc voilà, on essaie de travailler intelligemment pour faciliter les choses, ce qui est la mission de R+ en elle-même d'ailleurs. Alors après, on a concrètement, on a mis là au point en début d'année un parcours d'engagement avec une formation RFR et un accompagnement ER+, avec un financement de BPI France, mais qui est aussi lié à la formation Lucie 26000 pour aller dans une démarche globale pour des petites entreprises à un rythme et avec des moyens qui leur permettent réellement de le faire. C'est pas juste suivre une formation et puis après je vais faire quoi? Non, c'est pour y arriver. C'est vraiment le but, c'est de pouvoir faciliter les choses. On est là pour accompagner, pour faciliter, pas pour compliquer, bien au contraire.
peut-être, voilà, donc des points de synergie. Il y en aura peut-être d'autres encore au fur et à mesure, parce que là, on n'est qu'au début de la démarche, mais on voit déjà qu'il y a quand même quelques-uns là qui peuvent être notés au bout de quelques mois, et ça, c'est plaisant. Tout à fait. Et du coup, ce que nous avons fait, c'est vraiment essayer de rapprocher. Donc, ce travail de rapprochement a été très important, à la fois sur les référentiels, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure. On a fait le rapprochement entre nos référentiels et la correspondance. Nous avons aussi essayé de rapprocher le plus possible, et c'était déjà facile en fait, parce qu'il y a de nombreux points communs entre les deux labels. Le processus de labellisation, de sorte que ça se fasse de manière très naturelle et sans que ça demande un effort supplémentaire à l'entreprise si elle envisage la double labellisation. Ce qui lui sera demandé dans le label Lucie 26 000 ne viendra pas en redondance dans ce qui lui sera demandé côté RFAR. Donc, cette synergie permet justement de viser ces deux labellisations tout en gagnant du temps et en capitalisant sur les deux démarches. Donc, pour vous montrer concrètement comment se passe le processus de labellisation, eh bien, il y a la première étape, c'est la formation. Donc, comme l'a dit François, nous avons mis en place une formation pour RFAR qui n'existait pas dans le processus d'origine, mais on a pensé que c'était justement intéressant de pouvoir rajouter cette formation pour pouvoir comprendre ce qu'il y a dans le référentiel RFAR et puis se préparer dans de bonnes conditions quand on veut se faire labelliser RFAR, et puis aussi de bénéficier de toute l'expérience de François pour avoir toutes les clés pour bien réussir sa démarche achat responsable. Ensuite, la deuxième étape, c'est de faire son auto-évaluation. Donc là, vous pouvez le faire côté Lucie, il y a un outil qui s'appelle Lucie Online. Côté RFAR, il y a un outil aussi qui est disponible pour le faire. Donc, vous faites votre diagnostic, où est-ce que vous en êtes au départ sur l'existant déjà, quelles sont les actions que vous avez déjà mises en place et quelles sont les pistes d'amélioration que vous pouvez envisager et évaluer votre niveau de maturité. Ensuite, une fois que vous êtes prêt et que vous avez fait ce diagnostic approfondi, il y a donc une évaluation sur site. Et donc là, l'avantage, c'est qu'on a un évaluateur en commun entre les deux labels, qui est Bureau Veritas. Et donc, l'avantage, c'est que ça peut être fait par un seul et même évaluateur qui va pouvoir donc vous évaluer sur les deux référentiels. Ensuite, vous avez une étape où on vous invite à rédiger votre plan de progrès. Donc, comme ce sont des labels d'amélioration continue, pour pouvoir bénéficier du label, vous devez progresser tout au long de votre démarche. Et donc, vous allez prendre des engagements, un plan d'action sur 3 ans, côté RSE global et côté achat responsable spécifiquement, pour progresser dans votre démarche. Ensuite, vous allez passer devant un comité de labellisation. Donc, côté Lucie, nous avons notre comité. Côté RFAR, il y a aussi un comité indépendant. Donc, ça, c'est ce qui fait la crédibilité des deux labels. Il y a une séparation des pouvoirs. Ce n'est pas l'agence Lucie ou la médiation qui vous donne les labels. C'est un comité de labellisation indépendant composé d'experts. Ensuite, vous avez donc ce comité de labellisation va se prononcer sur si vous pouvez obtenir le label ou pas, qui est basé sur votre niveau de maturité initiale, donc suite à l'évaluation sur site, et votre plan d'engagement. Et donc, si vous obtenez le label, vous l'obtenez pour 3 ans avec une étape de suivi à 18 mois, donc là aussi qui peut être fait par le même évaluateur Bureau Veritas. C'est validé par le comité de labellisation, côté Lucie, côté RFR. Et au bout de 3 ans, vous avez le renouvellement du label. Et donc, à ce moment-là, vous recommencez le cycle à l'étape 2 où vous allez mettre à jour votre démarche, votre diagnostic et ainsi de suite. Alors, du coup, là, une petite précision pour le label RFR, il y a une petite nuance, en fait, parce qu'effectivement, il y a 2 mises sur revue annuelles
qui sont annuelles, donc chaque année, au lieu d'une tous les 18 mois. Il y a un petit écart. Ça s'est trouvé comme ça, ça a été construit comme ça. Et pour préciser aussi la composition du comité d'attribution du labellisation de côté RFAR, il y a un collège qui est nommé, donc qui est constitué de parties prenantes, nommé par la médiation, puisqu'il y a il y a une structure bicéphale hein, de ce côté-là. Et l'autre partie du collège est nommée, l'autre partie du comité est nommée par le Conseil national des achats. Tout à fait, exactement. Alors, maintenant, quels sont les bénéfices? Alors, la RSE en général, déjà. En quoi c'est intéressant pour une entreprise ou une organisation de s'engager dans la RSE? Eh bien, une étude de France Stratégie, une étude qui portait sur plusieurs centaines d'entreprises, a montré que les entreprises engagées dégageaient une performance supérieure de plus de 13% par rapport à des entreprises qui ne l'étaient pas. Et donc ça montre qu'il y a un lien de corrélation entre engagement RSE et performance de l'entreprise. Cette étude montre qu'effectivement, on a une entreprise, en s'engageant dans la RSE, en prenant en compte les enjeux sociaux et environnementaux, elle va pouvoir être plus performante, et on va le voir en détail sur quel plan exactement. Il y a aussi Goodwill Management qui est spécialisé dans l'analyse du retour sur investissement de la RSE. Ils ont fait plus de 100 bilans dans ce domaine. Et notamment, là, vous voyez un exemple d'une entreprise qui s'appelle Chryso, qui sont dans le domaine industriel et qui sont labellisés Lucie 26000 et qui ont donc demandé à Goodwill Management de mesurer leur retour sur investissement par rapport à leur démarche RSE. Et donc, vous voyez, ils ont investi au départ un peu plus de 900 000 € dans leur démarche RSE. Donc, ils ont évalué les coûts qu'ils ont engagés dans les différentes actions. Et Goodwill a analysé toutes les retombées qu'il pouvait y avoir pour l'entreprise et ses parties prenantes. Et ils ont évalué les gains globaux de la RSE à plus de 1,3 million de retombées économiques en euros pour l'entreprise, qui nous fait un delta un bénéfice net de 410 000 € pour Chryso par rapport à leur démarche RSE. Alors, quels sont les bénéfices exactement? Donc, en général, hein, quand on parle de RSE, souvent on pense que ça coûte cher, mais ça ne rapporte pas forcément grand-chose. Effectivement, souvent, on voit les coûts, mais les bénéfices ne sont pas forcément visibles tout de suite parce qu'il faut justement faire l'effort de les évaluer, de les mesurer. Alors, quels sont ces types de bénéfices? Il y a d'abord des coûts évités. Quand on met en place la RSE, on va réduire ses consommations de matières premières, ses consommations d'énergie, on va économiser de l'eau, etc. Et donc, ça se traduit par une réduction dans vos factures et dans vos charges, dans votre compte de résultat. Plus de sobriété égale plus d'économie. Ensuite, deuxième bénéfice, c'est le gain de productivité. En mettant en place la RSE, notamment envers vos collaborateurs, si vous veillez à la qualité de leur vie au travail, à les former pour qu'ils soient toujours en capacité de mener à bien leur mission, etc. Donc, vous allez pouvoir faire en sorte que vos collaborateurs soient plus efficaces dans leur travail. Et donc, ça se traduit par des gains économiques pour l'entreprise. Ils vont être plus motivés et aussi plus fidèles à l'entreprise. Et aussi, vous allez pouvoir attirer plus facilement les talents, puisqu'aujourd'hui, on le voit à travers plusieurs études que les entreprises ou les étudiants qui sortent de l'école recherchent en particulier à travailler pour des entreprises, des organisations qui sont responsables. Troisième bénéfice, eh bien, c'est la réduction des risques. Vous allez pouvoir, en intégrant la RSE, être plus à l'écoute de vos parties prenantes, internes et externes, et vous allez aussi pouvoir, du coup, réduire les risques qu'il peut y avoir sur votre image, votre réputation, mais aussi anticiper notamment la réglementation.
Et enfin, l'augmentation du chiffre d'affaires, comme vous le disiez tout à l'heure, ça peut vous ouvrir plus de portes pour accéder à des marchés, des appels d'offres, certains, ou à des donneurs d'ordre qui vont sélectionner des fournisseurs engagés en matière de RSE. Et aussi, ça va vous permettre d'innover plus, parce qu'en étant plus à l'écoute de vos parties prenantes, vous allez peut-être détecter des besoins et y répondre en mettant en place de nouveaux produits, de nouveaux services. Alors, au côté achat responsable, on peut regarder aussi les bénéfices. On va retomber un peu sur les mêmes thématiques, ça paraît logique, hein. Mais on peut regarder quand même ce que ça donnerait pour des achats, les achats responsables. Alors, là, dans le cas de RFR, il y a quelque chose quand même qui est un élément très très positif, c'est que le label RFR étant porté par les pouvoirs publics, donc la médiation des entreprises, entre autres, et le label étant remis par le ministère, donc c'est quand même un gage de sérieux, donc c'est une reconnaissance. Une chose est de faire, après une autre est d'être reconnu, et ça c'est un avantage, donc il y a un bénéfice qui est là clairement, qui est peut-être un peu spécifique à RFR, mais donc ça complétera les avantages finalement qui sont déjà présents, là, qu'a présenté Saïla. Alors l'amélioration des processus, comme dans la qualité dans les années 90. J'aime bien le dire comme ça parce que lorsqu'on travaille sur des processus, moi après il y a un processus sur lequel je m'arrive souvent de travailler, c'est le processus de paiement des factures. Parce que ça fait partie de RFR, on est préoccupé du bon paiement des factures à temps pour les fournisseurs. Et, on met les choses à plat et on fait de la qualité. Et on redéfinit les processus. Donc, on va être dans l'amélioration aussi de la productivité qui était évoquée tout à l'heure par Saïlia. Et là, on améliore les choses. Donc, il y a un côté, ça apporte un peu les améliorations qu'apportait la qualité dans les années 90 à l'époque, avec une approche RSE un peu différente, puisque l'humain rentre plus en ligne de compte qu'à l'époque où c'était très process. Voilà. Mais c'est un point qui est pour moi très, 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 très intéressant, qu'on ne voit pas a priori quand on se lance dans le projet, mais qui est très, si je puis dire m'exprimer ainsi, ça paye, hein. C'est l'occasion de mettre les processus à plat, de faire le bilan. Et là, on est sûr d'être bien organisé. Oui, non, là, on vérifie ce jour-là, hein. Et ça, c'est bien pour ça. Alors, il y a aussi quelque chose qui est bien. On a parlé de gestion des risques opportunités. Et là, il y a une loi en France qui a été évoquée par Sheila, qui est la loi sur le devoir de vigilance. Et c'est la loi sur le devoir de vigilance, c'est être vigilant vis-à-vis de son fournisseur. Est-ce qu'avec on a bien pris le bon fournisseur, il ne nous met pas en risque? Moi, dans ma jeunesse, j'avais été marqué par un sujet dans la chimie. En plus, moi, je suis pharmacien dans la chimie, j'ai vu ça. Puis en plus, j'ai travaillé chez Hoffmann-La Roche, donc j'ai été vraiment à l'écoute de ça. C'était une petite catastrophe qui n'a pas été si grave que ça, mais qui a marqué les esprits. C'était en 1976. C'était dans une petite ville italienne, là, dans le nord de l'Italie. Il y a eu un accident chimique et puis le problème c'était le sous-traitant du sous-traitant et Hoffmann-La Roche n'était pas préoccupé que son sous-traitant pouvait sous-traiter et il y a eu un dégagement de dioxine à Seveso. Voilà, quand je vous dis ça vous parle beaucoup plus. Donc, et c'est de là qu'est partie comme la question du devoir de vigilance. Donc, c'est quelque chose, là, on est en plein dedans, avec les achats et vérifier son fournisseur, connaître son fournisseur. Les banquiers doivent connaître leurs clients, l'acheteur doit connaître son fournisseur et en maîtriser les risques. Alors, si le fournisseur peut être à risque, après, c'est une histoire de gestion, c'est pas de refuser les fournisseurs à risque, c'est peut-être même pas forcément une bonne chose, mais c'est en tout cas d'être conscient de ça et d'agir en conscience sur ces sujets-là. Donc ça, c'est quelque chose, un apport majeur là, dans la démarche et qui peut éviter bien des risques à l'entreprise, hein. Après, une entreprise avec des catastrophes comme ça de fournisseurs peut ne pas s'en remettre, on en connaît tous. Alors, il y a aussi quelque chose de nouveau là, qui n'était pas visible il n'y a encore qu'un an, c'est l'amélioration de la gestion du fonds de roulement, meilleur financement. J'ai voulu le mettre là parce que le label RFR pointe sur les délais de paiement, qui d'ailleurs ne sont pas dans la norme 20400, mais ça fait partie du référentiel. Et le fait de travailler sur les délais de paiement vous met un cadre, une contrainte qu'on ne se mettait pas forcément, même si la loi quand même elle existe. Mais bon, la loi, on sait, mais parfois on s'en écarte un peu ou on l'a pas en tête en permanence. Et là, ça donne un cadre. Du coup, on est obligé de travailler, de fonctionner dans l'entreprise en payant ses fournisseurs correctement. Donc, il faut trouver des financements autres que des retards de paiement de ses fournisseurs.
Et ça amène une logique de gestion de son BFR qui est complètement différente. Et paradoxalement, quand on a le label et qu'on le montre à son banquier, le RFAR, eh ben, on est mieux financé. Pourquoi? Ben parce qu'on a fait le ménage. Parce que le banquier, il voit clair sur vos encours en fournisseurs, etc. Les choses sont tracées. C'est rassurant. C'est très rassurant. Et en plus, le banquier, il a aussi un objectif. Alors profitez-en. Pardonnez-moi. Il y a un autre avantage, c'est que si vous êtes dans une logique, et c'est valable aussi d'ailleurs pour Lucie 26000, si vous êtes dans une logique RSE, il va faire des investissements RSE, il va placer son argent auprès d'entreprises responsables. Et ça, aujourd'hui, les financiers recherchent des placements responsables. Donc, clairement, là, il y a un avantage auquel on peut penser. C'est très bénéfique paradoxalement pour les finances de l'entreprise, alors que le financier se sentait peut-être le dernier concerné dans cette affaire. Voilà. Donc, alors après, on trouve d'autres éléments comme l'attractivité commerciale. C'est clair que quand une entreprise que j'accompagnais me dit qu'en 2019, ils avaient 26% de leurs appels d'offres auxquels ils répondaient qui avaient des critères RSE. C'est déjà pas mal. Hein. On est obligé de s'intéresser au sujet. Seulement en 2020, c'est passé à 42%. Et je ne vous parle pas de la pondération du critère lui-même. Hein. Et dans certains appels d'offres, ils reçoivent tellement de réponses que le critère de sélection pour nettoyer la première couche, pour y voir clair dans les 300 dossiers qu'on a reçus, puis pouvoir commencer à travailler clairement, ça tombe, tiens, on va prendre les RSE. En plus, prendre les RSE comme critère de sélection, qui c'est qui va vous reprocher ça quand vous voulez vous débarrasser de centaines de dossiers et que vous devez travailler que sur 10 à la fin pour la finale des réponses à votre appel d'offres. Voilà. Donc, ça devient, et c'est un gros facteur de motivation aujourd'hui, c'est que là, l'attractivité commerciale, elle est très claire. Hein. Voilà. Alors ensuite, du coup, il y a la notation extra-financière. Ce n'est pas que pour les gros, ce n'est pas que pour le CAC 40. Il y a des notations extra-financières qui existent aussi. Il y a des sociétés qui sont bien connues, dont je ne vais pas citer le nom là pour ne pas leur faire une promotion particulière, mais on peut en avoir en tête une ou deux là tout de suite, qui s'occupent de vous envoyer un questionnaire pour voir où vous en êtes au niveau RSE et vous donner un niveau. Et ce niveau-là est attendu, est un critère de sélection pour vos clients. Donc, notation extra-financière, c'est pas que pour les grandes entreprises, c'est finalement pour tout le monde. Tout ça, c'est descendu en plus fine pour chacun. Et puis quand même, avec ça, c'est vraiment l'occasion de mettre en place des compétences achats responsables qui sont réelles, qui sont là, qui sont suivies parce qu'il y a un cadre, parce qu'il y a des obligations permanentes, il y a une démarche de progrès sur laquelle on s'engage. Donc, on ne peut pas négliger cette démarche achat responsable dans le temps parce qu'on s'est encadré en se mettant dans une optique de labellisation où on a demandé le label, on l'a eu, maintenant qu'on l'a, on est obligé de le garder. Donc, on va continuer à développer nos compétences achats responsables, sinon on va le perdre et on va avoir l'air de quoi. Donc, le bénéfice du label, finalement, derrière aussi, c'est de garantir, de sécuriser cette volonté qui peut être fragilisée s'il n'y a pas de matérialisation dans les esprits de chacun, dans les équipes achats. Voilà. Donc voilà un certain nombre de bénéfices pour les achats responsables si vous en manquez pour convaincre votre direction générale, pour convaincre vos clients. Voilà une belle liste. Merci François. Et pour finir, et ensuite on répond à vos questions. Donc comme on vous le disait tout à l'heure, notre but c'est de créer un écosystème favorable pour rendre accessible justement la labellisation Lucie et RFAR aux entreprises et notamment aux TPE, start-up, TPE, PME. Nous avons, avec notre partenaire BPI France, mis en place un dispositif de formation et d'accompagnement pour les 10 premières TPE, PME qui vont être sélectionnées, qui se compose de 7,5 jours de formation. Et donc, le coût est financé à 30% par BPI France. Donc, pour vraiment rendre ça accessible aussi financièrement. Donc, ça se compose d'une montée en compétences. Donc, vous allez pouvoir bénéficier de 4 jours de formation,
2 jours de formation sur la RSE globale, la formation Lucie 26000, plus 2 jours de formation sur les achats responsables réalisés par François sur le référentiel RFAR. Ensuite, vous allez avoir un accompagnement opérationnel collectif, donc par des experts, sur 2 jours par entreprise. Donc, vous allez pouvoir participer à 2 jours, une journée sur la RSE globale et une journée animée par François sur la partie achat responsable. Et enfin, de l'accompagnement individuel, donc 1 jour par entreprise, où vous avez le choix, soit de travailler sur votre démarche globale RSE, soit de travailler sur les achats responsables. Et donc là aussi, vous êtes accompagné par un expert sur la RSE ou par François sur les achats responsables. Et on finit avec un bilan et suivi collectif d'une demi-journée pour faire le bilan une fois que vous avez suivi tout le dispositif pour ces 10 PME. Et à la fin de ce dispositif, en fait, vous avez tout préparé pour pouvoir ensuite décider d'aller soit vers la labellisation RFR, soit d'aller vers la labellisation Lucie 26000, ou les deux en même temps, si vous êtes prêt à y aller et à envisager les deux en simultané. Donc là, vous avez jusqu'au 30 avril pour candidater. Donc, il faut être une start-up TPE-PME, c'est-à-dire moins de 250 salariés et moins de 50 millions de chiffre d'affaires pour pouvoir postuler à cette opération collective. Eh bien, merci de votre attention et maintenant, on va pouvoir répondre à vos questions. Donc, je vais pouvoir regarder vos questions. Alors, quels sont, Armel qui nous demande, quelles sont les reconnaissances de ces 2 labels à l'international? Eh bien, il y a le fait que les 2 labels sont alignés sur des normes elles-mêmes qui sont internationales, à savoir l'ISO 26000. C'est une norme internationale qui définit la RSE et sur laquelle le label Lucie 26000 est aligné. François, côté… C'est exactement la même chose. Voilà. C'est que, à l'international, le label RFAR, ça porte peut-être moins… Et puis, il se trouve, en fait, comme la France, sur les achats responsables, est pionnière. Hein, donc, il n'y a pas de benchmark. Hein, le benchmark mondial, c'est nous. Donc, alors, c'est plus simple dans ces cas-là, pour faire passer les choses, à mon avis, de parler déjà de maturité qui est reconnue sur ISO 20400. Et par exemple, là, si vous travaillez avec Bureau Veritas, vous pouvez leur demander, même s'il y a besoin, en plus du label, de leur demander d'une reconnaissance niveau de maturité, par exemple de l'évaluateur lui-même, si c'est que ça, hein, ça peut aussi se faire en complément, s'il y a besoin de communiquer à l'international. Mais c'est vrai que moi je partage le point de Saïlia, c'est qu'il va falloir parler davantage de la norme et qu'on a atteint un niveau de maturité, que le label lui-même, et à ce moment-là parler plutôt peut-être de la manière dont les choses sont faites pour avoir cette reconnaissance et le sérieux qui y est apporté, qui garantit avec le tiers indépendant, par exemple, des choses comme ça, c'est des choses qui, un tiers indépendant, ça rassure tout le monde à l'étranger aussi. Donc voilà, on va commencer à devoir un peu expliquer, sans trop y aller, pas non plus sans être trop compliqué, mais mettre des petits éléments clés comme ça qui sont très rassurants. Hein, voilà. Alors ensuite, on a 2 questions de Barbara sur est-ce que le label RFAR est appliqué ou applicable dans le secteur de l'agroalimentaire, en particulier PME, TPE, coopératives et petites entreprises agricoles? Et aussi, est-ce qu'il est applicable dans le secteur de la santé, médecine, pharmacie, parapharmacie? On va faire un global. Parce que la question a été posée effectivement à un moment donné d'une sectorisation du label, de faire des labels par catégorie, par filière, etc. Alors, il y a eu des tentatives de fait, notamment sur l'agroalimentaire. Hein, c'est le questionnement qui s'est posé. Et au début, on pense qu'on est différent. Et puis finalement, après un processus achat, c'est un processus achat. Et après, c'est dans la manière dont on va interpréter les questions en fonction de son activité propre qui fait qu'on va y répondre un petit peu différemment. Mais si la réponse à la question peut différer, en fait, on répond finalement au même principe d'action.
hein, donc, ou même, donc ce qui correspond au tir pour Lucie. Et du coup, le principe d'action a une je vais y arriver, une universalité telle que finalement, il apparaît pas pertinent finalement de diviser le label en catégories, quoi. Donc, en fait, le label, ça amène le fait que vous vous préoccupez de vos fournisseurs, que vous suivez ça, que vous avez une démarche responsable de ce côté-là, que votre processus est bien organisé, que vous êtes conforme déjà sur la base réglementaire, c'est rassurant, vous êtes en conformité a priori, et que derrière, vous avez des démarches entreprises qui sont très positives et que vous vous préoccupez du fournisseur, et toute cette chaîne là qui peut vous remonter très vite quand on est en responsabilité de faire un grand donneur d'ordre et quand il faut trouver quelqu'un pour payer l'édition. Et bien là, c'est rassurant, ça apporte une certaine garantie, quel que soit le secteur. Voilà. Après, il faut le présenter comme tel. Quand on a une démarche de labellisation, quelle qu'elle soit, moi je pense qu'il y a une fonction qu'il ne faut pas oublier de mettre dans la boucle, hein, c'est le marketing et le commercial. Parce que après, il va falloir le vendre. On ne fait pas ça pour que ça reste entre nous et se faire plaisir à l'intérieur de l'entreprise et qu'une satisfaction qui est là, qui est normale, mais ça doit aussi, on doit aussi le présenter aux clients pour boucler la boucle. Alors, d'autres questions aussi pour toi, François, de la part de Sophie. Quelle différence entre le label RFAR et la démarche EcoVadis? Et est-ce que les résultats sont présentés, diffusés sur une plateforme? Oui, il y a ces deux systèmes qui n'ont rien à voir. Donc, EcoVadis, c'est la notation extra-financière dont on parlait tout à l'heure. Et puis, le label a sa vie propre. Mais EcoVadis va s'intéresser dans son travail, dans son activité, à vérifier le niveau de maturité des entreprises dans différentes thématiques de la RSE, dont les achats responsables. Et du coup, il y a un volet achats responsables dans leur questionnaire. Ils vont s'intéresser à des questions clés. Bon, ils connaissent les normes, donc le questionnaire, je ne peux pas parler du questionnaire, donc je me garderai bien de rentrer dans leur questionnaire, surtout que leur questionnaire est très variable d'un secteur à l'autre, donc je ne me hasarderai pas, mais ce qu'on peut retenir sur le principe, c'est qu'ils vont s'appuyer sur des choses qui existent quand même, donc ils ne vont pas faire un questionnaire comme ça en pure spéculation intellectuelle. Donc, le résultat, en fait, au bout du compte, c'est que quand vous avez le label RFAR, la note qu'ils vont donner, l'évaluation qu'ils vont faire globalement, c'est presque un circuit court. Vous avez le label, donc vous donnez confiance. Vous apportez la confiance sur la partie achat responsable. Donc, directement, en général, les labellisés, quand on a le label RFR, on fait un bond dans sa note EcoVadis de ce fait-là. Parce que sur la partie achat responsable, vous passez tout de suite en rassurant. Et ça fait monter la note, hein, si je puis dire. Donc, il y a une corrélation, en tout cas. La corrélation, elle est là. Après, dans le fonctionnement des référentiels, à mon avis, c'est intelligemment construit, puisqu'il y a justement cette corrélation qui existe. Donc mais par contre, après, je me garderai bien de rentrer dans les détails pour les raisons que je vous ai expliquées. Mais au niveau de R+, par exemple, on collabore avec EcoVadis aussi, parce que c'est important de pouvoir faire des choses intelligentes pour que, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, que ce ne soit pas brouillon, qu'on aille tous dans le même sens et que le message soit clair pour vous, qu'il y ait une cohérence d'un service à l'autre dans l'écosystème. Alors, décidément, beaucoup de questions sur RFR. Ah, c'est encore pour moi. Alors, Mathieu qui demande, est-ce que dans RFR, est-ce qu'il y a des critères relatifs à la prise en compte de la protection de l'environnement dans les achats, émissions de carbone et impact sur la biodiversité notamment? Et oui, il y en a. Alors, on pourrait même dire qu'il devrait développer plus parce que ça a été synthétisé dans la dernière version, il a fallu regrouper tous les critères RSE dans le domaine 4 pour être technique. Et le domaine 4 correspond aux performances RSE du fournisseur. Et du coup, là-dessus, on a abordé les choses de manière globale. Mais je pense que là, compte tenu de l'importance du niveau d'émission carbone, c'est quelque chose qui doit être questionné. En tout cas, moi, j'incite les entreprises qu'on accompagne au niveau de R+,
à se préoccuper de ce sujet-là et d'intégrer déjà la préoccupation, même si ce n'est pas encore fait tout de suite, du bilan carbone. Le label, par exemple, pose le point du cycle de vie. Hein. Et même si les choses ne sont pas toujours faciles à gérer actuellement, il faut continuer à se poser les questions, même si on n'est pas encore prêt. C'est la direction qu'il faut prendre et c'est les questions auxquelles il va falloir répondre, même si on n'est pas encore toujours tout à fait prêt, que la maturité n'est pas là. C'est vrai que pour le cycle de vie, c'est en général le point où peut-être l'analyse du coût du cycle de vie, c'est l'endroit où il y a le plus de difficultés à matérialiser des réponses, à trouver des choses. Mais c'est là où il faut tous qu'on travaille, mais c'est comme le bilan carbone. Voilà, et on a des pistes à suivre. Mais pour répondre précisément à la question, oui, ça prend en compte les questions environnementales des fournisseurs et les performances environnementales des fournisseurs. Et d'ailleurs, pour profiter de ça, je dirais qu'un fournisseur, pour répondre bien à ces questions, il va avoir besoin de faire aussi Lucie 26000 en même temps que RFR quelque part, parce que si vous voulez développer une démarche environnementale, vous allez vous appuyer soit sur Lucie 26000 ou une démarche ISO 26000, soit sur un ISO 14000 aussi, ça peut être aussi pertinent, hein, et pour enrichir les choses, parce que sinon votre client vous demande des choses dans le cadre de sa logique RFR, mais il faut la nourrir, cette logique, avec des éléments concrets, avec des démarches concrètes sur le terrain. Et là, du coup, on voit que très très concrètement que les deux systèmes cohabitent très bien et on comprend la logique d'imbrication. Tout à fait. Alors ensuite, Monica, est-ce qu'une entreprise allemande, par exemple, peut-elle obtenir un label Lucie ou RFR pour obtenir plus d'accès au marché en France? Alors, côté Lucie, oui, c'est tout à fait possible, puisqu'on a des entreprises, des organisations qui sont labellisées ou en cours de labellisation, notamment en Suisse, en Belgique. Et nous avons aussi eu un grand groupe qui s'est engagé l'année dernière dans la labellisation Lucie 26000 et qui avait des sites dans plusieurs pays, en France, en Allemagne et en Grande-Bretagne. Donc oui, c'est tout à fait possible de pouvoir obtenir le label si on est dans un autre pays en Europe. Moi, je partage ton point de vue, ça, Ilia. Alors, j'étais même en train de discuter hier avec une personne d'entreprise italienne, par exemple, qui voudrait vendre en France. C'est un excellent moyen de se présenter, de se faire référencer, de dire que moi j'ai le label. En plus, c'est quelque part, ce serait une bonne tactique, parce que si vous voulez vendre, quelque part, vous avez fait l'effort d'être dans la culture RSE du pays, finalement, quelque part. Donc, moi, je trouve ça une excellente idée. Hein. Après, à voir si on a envie de le faire, sachant que, comme j'ai dit tout à l'heure, la culture achat responsable en France est assez avancée. Donc, voilà, il y a clairement un petit gap entre les choses. Donc, bon, voilà, c'est l'occasion peut-être. Enfin, oui, moi je pense que commercialement, ça peut être pas mal peut-être. Alors, Savine, qui voudrait en savoir plus sur ER+, pas de souci, on vous mettra le lien dans le message qu'on va vous envoyer suite au webinaire avec le replay. Donc, on vous mettra bien sûr le lien vers ER+, pour aller voir plus en détail. Je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà. Ensuite, en tant qu'indépendant, est-il possible d'être certifié sachant RFAR ou vaut-il mieux se rapprocher de l'AFNOR? Alors, je ne comprends pas bien forcément la question là-dessus. D'être certifié sachant RFR, c'est-à-dire expert en RFR, c'est ça? C'est pour, je pense, pouvoir ensuite accompagner. Alors après, aujourd'hui, il n'y a pas d'agrément particulier pour. Alors, les évaluateurs sont agréés, hein, comme pour Lucie, les évaluateurs sont agréés. Et sinon, pour les accompagnateurs, il n'y a pas d'agrément particulier aujourd'hui. Bon, moi, il se trouve que dans mon cas particulier, et puis le ER+, déjà, a été fondé par des organisations professionnelles, dont certaines sont aussi au comité d'attribution du label, donc il y a une antériorité, une historique qui est assez fort RFR au sein de ER+. Et puis moi-même, comme j'ai participé à la création du label, oui, je connais un petit peu le sujet, quoi. Mais sinon, non, ça c'est pas. Il y a Françoise Audelan fait de la formation sur ce sujet-là.
et que, Et je euh, vois que Françoise est avec nous. elle est avec nous, donc vous pouvez la Bonjour contacter Françoise. aussi à ce sujet si vous voulez des informations. Ça peut être intéressant. Et puis, ben, moi, je vais faire la promo de ma. Si vous souhaitez venir vous former aux achats responsables plus en détail, ben, on a un cycle de 2 jours euh, chez Lucie pour ça. Et après, pour nous, en tout cas, côté ER+, on a une grande préoccupation. J'ai encore partagé ça avec mon président hier. C'est le côté qualitatif. On a une grosse attente de la part de nos organisations professionnelles. On doit rendre compte, là, par contre, pour le coup, et du coup, on a une grosse pression pour être très, très, très qualitatif. Donc, on est dans notre style, si vous voulez, on est plutôt exigeant parce que c'est ce qui va permettre aux entreprises après derrière de franchir le cap aisément. Et voilà, c'est un peu le style de la maison, on va dire. Alors, du coup, Françoise qui est avec nous. Bonjour Françoise. Euh, Quels sont les critères de sélection pour bénéficier de l'opération collective? En quoi consiste le dossier de candidature? Alors, les critères, en fait, il faut être une start-up, une TPE, PME au sens européen du terme, c'est-à-dire avoir un effectif de moins de 250 salariés et un chiffre d'affaires de moins de 50 millions d'euros. Et le dossier de candidature, en fait, c'est une fiche de renseignement qu'on vous demande de remplir et qui est ensuite validée par BPI pour vérifier que vous correspondez bien aux critères justement d'une start-up TPE-PME. Et suite à ça, vous allez pouvoir ensuite intégrer l'opération collective. Et on a 2 dernières questions de Laurent. Est-ce qu'il y a une aide spécifique du label RFR sur les achats responsables en matière de produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux en établissement de santé? Parce que pour un hôpital, ce budget représente environ 15% des achats. Et la deuxième question, c'est comment favoriser les achats responsables et renforcer la préoccupation de l'industrie pharmaceutique sur ce sujet? Il y a des laboratoires pharmaceutiques qui sont déjà labellisés. Il y en a déjà moins que j'ai en tête. Donc ça, c'est à savoir. Donc ils ne sont pas complètement hermétiques sur le sujet. Et alors après, pour l'aide spécifique, c'est presque à discuter au cas par cas parce que, comment dire, la démarche de R+, fait qu'on fait en sorte que ce soit accessible. Donc, ce soit accessible en coût, que la démarche soit pas très coûteuse, que le temps à y passer et la charge de travail aussi soit acceptable pour les petites structures qui sont souvent débordées. Donc, en fait, après, c'est à voir au cas par cas hein, pour ces sujets-là, parce que il n'y a pas de grande recette miracle, quoi. Il y a une manière de travailler qui est peut-être économe en moyens et un peu sobre quoi, pour qu'on puisse arriver quand même au résultat malgré peut-être des ressources qui paraissent un peu limitées au départ, quoi. J'avais vu aussi une question à un moment donné est-ce qu'il y avait une agence RFR? Alors c'était tombé dans le chat la question et pas dans les questions. Oui. J'en profite aussi. Hein. Donc celle-là, donc il n'y a pas d'agence RFR hein, pour être bien clair. Le pilotage du label RFR est fait conjointement par la médiation des entreprises et par le Conseil national des achats. Hein. Voilà, donc ils sont les deux titulaires de ce label, quelque part les deux administrateurs de ce label. Voilà. Reconnaissance internationale, on a parlé. Durée du programme, si on m'a posé la question, j'ai vu ça dans le chat à côté. Oui. Le durée, alors pour RFR, la durée d'un programme RFR pour une PME par exemple, et ben justement, un programme ne peut pas durer très très longtemps. Hein, donc on va faire en sorte que tout le travail à mener à la labellisation, pour poser les fondations, parce que je le rappelle, c'est pas un aboutissement et après on passe à autre chose. On se met en place une démarche de progrès. Donc, vous mettez les fondations et après on travaille dessus.
il faut compter à peu près, statistiquement, hein, avec l'historique que j'ai là, il faut compter environ 3 mois. Hein, 3 mois. Et puis, on n'y travaille pas tous les jours, mais quand même, il faut y consacrer au moins peut-être une journée par semaine, au moins en total, hein, en interne. Hein. Et puis, le coût n'est pas rédhibitoire, je pense. Hein. On est vraiment sur des coûts accessibles à n'importe quelle entreprise. Donc, voilà, je pense que ça ne doit pas poser trop de problèmes. Et puis, en plus, là, il y a cette opération pour les petites entreprises là, qui peut résoudre le problème aussi. Bon, je pense qu'on a répondu à peu près à toutes les questions, François. Eh bien, il ne reste plus qu'à vous remercier vraiment chaleureusement tous de votre participation. Suite au webinaire, on va vous envoyer bien sûr le replay avec le support qui a été diffusé aujourd'hui. On vous enverra également les liens pour en savoir plus sur ER+, sur l'agence Lucie et aussi sur l'opération collective BPI France pour que vous puissiez, ceux que ça intéresse, vous inscrire à cette opération. Vous avez donc jusqu'au 30 avril pour vous inscrire. Donc, c'est ouvert pour 10 PME et on pourra élargir à 10 autres PME si bien sûr, on a de l'intérêt pour cette opération collective. Donc, on peut aller jusqu'à 20 PME pour l'opération collective avec BPI France. Ça, j'ai vu la question dans le chat. Voilà, donc merci à tous et on vous souhaite à tous une excellente journée et à très bientôt. Merci, au revoir. Merci à tous.